Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud et je vous emmène aujourd'hui dans un univers envoûtant, l'univers de la musique avec Marina Chiss qui est soloiste, qui est concertiste, qui est donc violoniste. Vraiment une personne merveilleuse que j'ai hâte que vous découvriez au travers de cette interview. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Léniaud, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 10 ans avec la marque de joaillerie Gemio et j'ai créé en plus de ça cette chaîne YouTube, un podcast, Le Gratin, pour vous aider simplement au travers de ces parcours inspirants à devenir la meilleure version de vous-même. Et je pense que vous allez être vraiment conquis par Marina, que je vous présente aujourd'hui, comme je le disais, donc qui est violoniste, qui a commencé le violon à l'âge de 3 ans. Quand on y pense, c'est fou, je ne pensais même pas qu'on pouvait commencer à tenir un violon à l'âge de 3 ans. Et bien pourtant, ça a été le cas avec Marina. Elle entre même au conservatoire à 4 ans, puis va enchaîner les succès jusqu'à gagner les victoires de la musique en France. Et puis sur un coup de tête aussi, parce qu'elle a envie, comme elle dit, de prendre la tangente, de ne pas être la jeune fille sage qui est attendue, décider de tout plaquer alors que tout lui souriait pour quitter la France et aller à Taïwan. Elle apprend la langue, elle passe 1 an sur place pour enseigner et apprendre la musicologie. Nouveau coup de tête, elle rentre ensuite en Allemagne. Là encore, rebelote, apprend la langue et va à nouveau enseigner et naturellement continuer à exercer son métier de concertiste en parallèle. Elle va y passer 7 ans, puis reviendra en France, juste avant le Covid, pour se lancer dans des émissions de radio qui ont pour vocation justement de rendre la musique classique de qualité plus accessible, mais tout en restant vraiment dans l'exigence de la curation. J'ai adoré cette interview, je vous le dis, j'ai adoré cette interview. Marina est une femme pétillante, intelligente, cultivée et surtout, elle aime transmettre. Elle aime transmettre sa passion de la musique, ça se sent au travers de ses mots. Ce qui ne gâche rien à cet épisode, vous le verrez, elle s'exprime admirablement bien avec un très bon ton de voix. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de vous présenter Marina Chiss et je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation ensemble. Bonjour Marina. Bonjour Pauline. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Marina, il y a 1000 manières de commencer cette interview. Ça fait déjà 2 heures que je suis avec toi, que je prépare cette interview et du coup j'ai l'impression de te connaître encore mieux, bien sûr. Mais je me suis dit quelque chose qui serait assez parlant peut-être pour moi et pour notre public. Ce serait que tu nous décrives tout simplement une journée un peu typique de Marina Chiss, peut-être, tu vois, quand tu es en concert, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est intéressant de se rendre compte de finalement tout ce que tu fais en plus, justement, que la scène ou que la radio, enfin, que ce qui est exposé et qu'on comprenne justement, bah voilà, vers quelle heure tu te lèves, à quel point tu t'entraînes tous les jours ou pas. Je me rends pas compte d'ailleurs si c'est quotidien pour un musicien. Et donc, je serais très, très curieuse de savoir finalement à quoi ressemble la vie de Marina Chiss. Alors ça, c'est une question très très vaste et à laquelle je peux pas te donner de réponse simple parce que je pense que je dois avoir une des vies les plus en apparence flexibles du monde, puisque selon les contextes, je peux avoir donc des journées totalement dédiées à la préparation, mettons, d'un concert. Idéalement, j'ai voyagé la veille, je me réveille pour faire peut-être une répétition le matin dans la salle, déjeuner léger, après-midi où j'essaye de me reposer. J'aime bien faire une petite sieste avant un concert. Et puis, je retourne à la salle, on refait un essai-son ou si c'est capté, par exemple, ou filmé, capté pour la radio, et puis concert, et puis dîner d'après-concert. Bon, ça, je pense qu'on peut l'imaginer peut-être de manière plus traditionnelle. Mais c'est vrai que j'ai aussi des journées où j'ai une émission de radio qui va être en direct, donc là, c'est pas du tout la même chose. Sans doute, je me suis couchée très très tard la veille pour finaliser l'écriture de l'émission. Même je me lève le matin très tôt pour effectivement terminer les derniers micros. Je me rue dans un taxi et j'arrive à Radio France à l'heure C'est bien. pour faire l'émission. Donc cette année qui était le dimanche de 14h à 16h. Et puis je rentre et là je continue à soit rebondir sur une idée que j'ai eue pour faire la programmation d'une émission suivante. Voilà, donc il y a une espèce de flexibilité apparente. Mais je pense que ce qui est plus réel, le plus souvent, c'est un multitasking totalement démentiel qui fait que
Je vais me lever, gérer plein de choses administratives, répondre à des organisateurs de concerts, gérer des bookings de billets d'avion ou de train quand on pouvait, quand on peut voyager. Mais là, ça revient. Donc, je reprends mon agence de voyage est ouverte à nouveau. Marine Achiche Ah ouais, Airways. Marina Voyage. Et puis, le travail donc, du violon qui est pas toujours quotidien. Donc, c'est vrai que je m'appuie sur quand même plus de 35 ans de C'est ça. pratique. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est Oui. que finalement, tu as tellement pratiqué qu'il y a maintenant, et c'est évident de le dire, mais il y a une base qui est tellement immense que tu peux quand même te permettre de, certains jours, peut-être pas jouer, j'imagine. Oui, en fait, c'est un équilibre très subtil. Et la période de confinement a été très éprouvante et très intéressante de ce point de vue-là. Parce que, en fait, quand on travaille pour un objectif, c'est pas du tout la même chose parce qu'on est dans la deadline, on est timé, on doit être prêt, être performant tel jour. Quand on n'a pas ce cadre-là temporel, il y a cette question donc d'un entretien d'une pratique comme étant un sportif qui va rester in shape, quoi, en forme. C'est clair. Et en même temps, il y a aussi le bénéfice incroyable que j'ai découvert très très tard, qui est celui de la régénération. Aussi comme un sportif, et d'un point de vue de neurosciences, c'est totalement prouvé que de lâcher justement une pratique, quand on y revient, on a passé un cap de prise de conscience. Alors on a peut-être un peu perdu dans un premier temps d'un point de vue affûtage des doigts, de la précision, etc. Même si c'est très relatif. Moi, j'ai eu des très bonnes expériences. En fait, on gagne tellement en fraîcheur. Et on regagne surtout dans l'envie profonde. C'est là, encore, les sportifs qui ont faim de gagner. D'un coup, on a une faim de musique, on retrouve une fraîcheur dans la lecture de la partition. Donc, en fait, je pense qu'à un certain niveau, c'est la condition sine qua non. Si on reste dans une routine totalement sclérosante, il n'y a aucune chance de passer des caps. Et aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose que tu t'imposes de faire des pauses, justement? Alors, c'est une quête très paradoxale, des fois, je suis totalement tiraillée parce que j'ai été éduquée à une grande discipline. Ça, il y a toute l'enfance avec des 8, même des fois 10 heures de violon par jour. Enfin, c'était des doses assez incroyables. J'ai fait aussi un parcours scolaire totalement normal. Enfin, j'ai eu mon bac S scientifique et j'avais des horaires de lycée, de collège et de lycée totalement traditionnels. Et je travaillais en parallèle. Donc, j'ai l'habitude d'être au four et au moulin. Donc, de faire des choses plus universitaires, de l'écriture, de la recherche, et puis de travailler mon violon, etc., etc. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que cette discipline pouvait être exactement ce qui se mettait en travers de ma créativité. Et puis de mon bonheur, en fait, d'une forme d'épanouissement et d'une forme de plaisir. Donc, ma nouvelle boussole, très étonnamment, c'est d'essayer d'introduire de l'improvisation dans ma vie, à tous les niveaux. Et ça serait presque ma nouvelle discipline. C'est-à-dire que quand je sens que je me crispe sur une activité que je suis en train de faire, quelle qu'elle soit, que ce soit justement concevoir une série de radio, une émission, faire des recherches, que je bute, par exemple, je trouve pas le bon extrait, ou voilà, je sens que là, je commence à fatiguer, que c'est plus du tout du plaisir. Pareil pour ma pratique instrumentale. J'essaye de déclencher le radar et là, de tout de suite couper net, de changer d'activité ou de prendre un break ou d'aller marcher ou quelque chose comme ça. C'est passionnant parce que je pense que ce que tu décris, tu le vis, je pense, puissance 1000 par rapport à quelqu'un de normal, entre guillemets, qui a une activité professionnelle moins prenante et moins aussi entière que la tienne. Mais néanmoins, je suis sûre que beaucoup de personnes se reconnaissent. Et moi-même, je t'avoue, je me reconnais au sens où je multitask toute la journée et parfois, j'ai juste envie d'appuyer sur un gros bouton pause. Et donc, je trouve ça très intéressant que même toi, alors même que c'est une carrière internationale, que voilà, il y a des enjeux en fait qui sont très importants, tu te rends compte que non seulement c'est important pour toi à titre de bien-être personnel, mais en fait ça renforce ta créativité. C'est ça que je trouve fou. En fait, c'est les gains, des gains secondaires qu'on ne voit pas. Et l'autre chose aussi que j'ai beaucoup développé les derniers temps, enfin les dernières années, ça c'était aussi en étant enseignante, c'est la gestion du temps. Et c'est très paradoxal parce qu'on parle souvent de productivité, et en fait, moi c'est presque l'inverse. C'est une invitation à créer des espaces
Parce que c'est les espaces où je vais être le plus réceptive, créative, qui vont complètement nourrir tout ce qui va se passer après. Et si je renonce, si je fais pas attention et que je ne prends plus ces temps-là, je m'assèche et ça s'en ressent. L'autre chose aussi qui, moi, me passionne, c'est... Et ça aussi, c'est totalement nouveau, puisque donc, j'ai passé ces années à faire 8-10 heures par jour. Donc, j'étais pas du tout dans l'optimisation du temps. C'était au contraire, je me levais. Alors là, pour le coup, ma journée type, quand j'avais 17-18 ans, jusqu'à 20-25 ans, c'était je me levais le matin, je ne prenais pas de petit déjeuner, je prenais mon violon avec encore un peu de bave au coin de la bouche et je me mettais à mon violon jusqu'à ce que mort s'en suive jusqu'au soir. À finir dans des états d'épuisement. Et donc, j'ai compris, en enseignant notamment, et puis parce que les activités se sont multipliées dans tous les sens, donc que ce soit d'écriture, etc., et toujours de concert, que l'optimisation de ma concentration, ma présence mentale sur ce que je fais, de mon engagement, en fait, à chaque fois que j'ai un violon dans les mains, à chaque fois que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, c'était ça la clé, en fait. Et j'ai une immense... c'est une nouvelle quête pour moi de me dire arriver à faire avec le moins de temps possible la chose. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une vertu du travail un peu staccanoviste. Plus tu passais de temps, plus j'y passais de temps, mieux c'était, avec le côté good girl, voilà, qui montre qu'elle a souffert et qu'elle a travaillé pour. Maintenant, je trouve qu'il y a une vertu absolue, presque à cette nonchalance de réussir, d'accepter aussi... dans certains domaines, une forme de douance, comme on dit. Des fois, on est doué pour quelque chose et ça va vite. Et alors ? Et on peut prendre des raccourcis aussi. Alors, prendre des raccourcis, c'est vrai que c'est totalement contre-intuitif par rapport à ma culture parce que y a plein de choses pour lesquelles on ne peut pas prendre de raccourcis. Mais si on est rapide pour faire quelque chose, et alors, selon quels critères ? Donc, on peut faire d'autres choses et voilà. Et donc, on peut multiplier les choses. Donc, voilà, il y a quelque chose qui a vraiment changé, en tout cas pour moi, par rapport à l'utilisation du temps, qui est vraiment la denrée la plus précieuse. Alors, j'ai une question un peu philosophique pour toi. Parce que c'est une question que je me pose souvent. Et donc, suite à cette discussion qui n'était pas prévue, je veux te la poser. Est-ce que tu penses que ce raisonnement, tu vois, de prendre du temps, prendre du recul, faire des pauses, c'est un raisonnement que finalement on peut se permettre d'avoir maintenant quand on a réussi, mais finalement pour quelqu'un peut-être qui nous écoute, qui en est justement à cette période où il faut aussi faire les heures parce qu'à un moment donné on n'a rien sans rien, qu'en fait d'une certaine manière, et c'est une question que je me pose souvent parce que je me dis ça peut paraître un peu facile parfois de dire maintenant je fais vivre ma créativité, mais d'un autre côté j'imagine très très bien ce que tu décris. Et je suis un peu tiraillée parce que, alors je parle toute seule en disant ça, mais je me dis, à l'inverse, oui, c'est vrai qu'il y a 20 ans, moi aussi, j'ai travaillé comme une folle et je me suis peut-être un peu usée. Peut-être que j'aurais pu moins m'user. Enfin, je trouve que c'est un équilibre assez difficile. En même temps, on n'a rien sans rien. Bref, ma question n'est pas claire. Elle est parfaitement claire. Je vois exactement. Enfin, je pense que, en tout cas, ça résonne totalement pour moi. Et tu mets exactement le doigt sur quelque chose une vraie problématique que moi-même je me pose parce que j'avais lu bien sûr comment ça s'appelait, les Outliers de Malcolm Gladwell et les 10 000 heures, non 100 000, je sais même plus. Et ça m'avait tellement fait rire parce que imagine bien en tant que violoniste quand t'as passé, mais les heures ne se comptabilisent même plus. Enfin, si tu veux, le quota d'heures, je l'avais fait à je sais pas quel âge je devais être ado, que j'avais déjà ça dans mon compteur. Donc je pense comme je disais, il y a des courts-circuits qui ne peuvent pas, des raccourcis qui ne peuvent pas être faits. Il faut faire les heures. Ouais. Et même dans tout ce que j'ai fait, que ce soit d'apprentissage de langue ou la radio, ou même le blog, le nombre d'heures que j'ai passé par article, enfin, tu sais bien, tu es bien placé pour savoir le boulot que ça peut demander, même si en apparence... des fois, on n'imagine pas, en fait, les heures derrière. Et j'ai tendance à oublier de les comptabiliser. Et des fois, ça me fait du bien de les comptabiliser, de me dire, non, mais quand même, t'as fait ça. Alors, petite parenthèse, j'ai l'esprit en escalier, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps les done list versus les to-do list.
Et ça m'a déboîté le cerveau, comme on dit. Parce que souvent, j'ai absolument tendance à ne pas percevoir tout ce que Tu fais, j'ai ouais, pu bien faire, sûr. mettons, dans une journée. Et donc ça, j'ai trouvé ça très vertueux. Oui, le nombre de jours où tu te dis, enfin moi ça m'arrive souvent, en fait j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Et c'est vrai que cette petite done list te permet de te remonter un peu le moral quand Ah, même. complètement, complètement. Puis de remettre un petit peu le Ouais. baromètre, enfin voilà, la barre là Ouais. où elle doit être. Pour revenir à ta question, aussi par la spécificité de la musique classique qui est si exigeante, c'est très compliqué. Je me suis posé cette question-là d'un point de vue d'enseignement et d'éducation, quand je vois des amis, mettons, qui veulent mettre leurs enfants à la Mhm. musique et je me dis: «Mais quel enfer!» parce que je vois pas comment on peut y échapper à ce nombre d'heures et après, il y a la passion, cet enthousiasme. Moi, je ne vivais que pour ça. C'est-à-dire, voilà, que je me levais le matin, je dormais, j'allais me coucher, je ne pensais qu'à ça. Mhm. J'écoutais les grands Oui, violonistes. ça Enfin, aurait presque été c'était finalement une une souffrance addiction. de ne pas le faire. Oui, ça s'imposait à moi. Bon, Mhm. c'est un peu dans ce sens-là, il y a quelque chose de l'ordre de la vocation, mais pas une vocation parce que ça tombe tout cuit. L'inverse, parce qu'il y a une nécessité de le faire et on est accro à ça et on veut se dépasser. Mais une fois qu'on a pris goût à ça, voilà, il faut remettre là aussi au centre qu'est-ce qu'on veut, comment on veut vivre avec, rechoisir, recréer un cadre. Peut-être l'autre chose aussi, ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à la discipline que j'essaye de détendre maintenant, c'est facile de dire ça quand on a une discipline si stricte. J'ai totalement conscience que pour d'autres personnes, la problématique est juste Mhm. inversée. Ouais. Ils n'ont pas connu une forme de discipline ou une forme d'hyper-engagement. Donc eux, ce qui doivent, leur Graal, c'est de créer ce cadre. Moi, mon Graal, c'est d'arriver à détendre le C'est ça. cadre. C'est tout. Donc se connaître. Ben, je crois qu'il y a un proverbe chinois qui dit qu'en fait, il faut apprendre à monter son propre cheval. Et on en a tous un de différent. Donc il y en a qui ont un cheval très sauvage, d'autres un cheval Mhm. qu'il faut apprendre à booster. Enfin, je suis pas du tout spécialiste d'équitation, mais voilà, je pense que ce qui compte, on est quand même dans la connaissance de soi Mhm. et aussi la compréhension de quels sont ses propres enjeux. Marina, tu n'as pas arrêté de me teaser ton enfance Ah oui. et cette vocation. Et donc, je m'interroge. Alors, j'ai lu quand même des choses, hein, Ouais. mais est-ce que tu peux justement me parler de ton enfance? Dans quel cadre tu as grandi? Comment était ta famille? Où est-ce que tu as grandi? Et puis, comment est arrivée cette vocation justement pour la musique? Alors, j'ai grandi à Marseille, pas dans la Pinède, pas loin de la mer et avec des cigales l'été et tout ça. Tu les entends là? Quelle chance, quelle chance. Oui, oui, c'était absolument incroyable, et mes parents, ne sont pas musiciens, mais très mélomanes. Et j'ai un grand frère, une grande sœur, et ma mère, en particulier, voulait qu'on ait tous une éducation musicale. Elle aurait adoré faire de la musique elle-même. Elle venait d'un milieu très pauvre, donc il était hors de question qu'elle en fasse. Et donc, j'ai été mise au violon, j'avais pas 3 ans. Pas 3 ans, mais c'est incroyable. C'est tes parents donc qui ont eu aussi cette envie pour toi. Parce qu'à Complètement. 3 ans, Ah bah complètement. Et d'ailleurs, j'ai été prise d'un espèce de haut-le-cœur c'est quand j'ai fou. vu mes neveux à 3 ans en me disant mais qu'est-ce que un enfant à 3 ans peut vouloir à part Ouais. jouer, faire des pâtés de sable à la plage. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et il y avait une méthode donc, qui s'appelait la méthode Suzuki. C'était un violoniste au Japon qui avait inventé cette méthode d'apprentissage par mimétisme Ouais. et collectif. Donc plein de petits enfants qui imitent un professeur, qui apprennent à l'oreille, donc ils font pas de solfège et qui se lancent comme ça. Donc moi j'ai commencé à 3 ans comme ça pendant une année. Et puis je suis rentrée au conservatoire à 4 ans à Marseille. C'était une époque où on pouvait le faire. À 4 ans, on peut Ouais, rentrer au et il y avait conservatoire. même pas ces années d'éveil ou de solfège. Donc tout de suite, j'étais dans la classe de violon et voilà. Et les choses se sont enchaînées avec une mère très très présente. Ça, il y a aucun doute. On dit souvent que derrière un violoniste, il y a souvent une maman. Bon, pas qu'une maman d'ailleurs. Je travaille beaucoup sur l'histoire des grands interprètes et puis c'est fascinant de voir l'engagement des parents. Ouais, c'est clair. Et voilà. Et donc les choses se sont enchaînées, tout en continuant bien sûr l'école
que j'adorais. Alors pas tant pour c'était pas facile l'école pour moi. C'est-à-dire que j'étais première de classe et j'adorais toutes les matières. J'étais la fille au violon, donc je partais des cours un peu vite. Des fois, j'étais dispensée de certaines matières. Au collège, j'étais avec des sportifs de haut niveau, des gymnastes qui ont fini au JO d'Atlanta, par exemple. Enfin, c'était incroyable. Donc là, on partageait en fait justement cet engagement absolu, ce goût de l'excellence. Mais c'est vrai qu'après, d'un point de vue scolaire, j'ai encore beaucoup de séquelles du système scolaire, tout en ayant été très performante. Mais j'ai été très confrontée à cette normativité. Qu'est-ce que tu veux dire par séquelles ? Des séquelles d'être... ça devient... c'est-à-dire que je me rends compte que je me limite encore parfois. Et j'ai été culpabilisée d'aller plus vite. J'ai été culpabilisée, par exemple, ça c'est assez incroyable cette histoire, quand j'y repense, dans les réunions parents-prof, des parents se plaignaient que je réponde tout le temps aux questions et disaient que j'empêchais les autres d'apprendre. Et donc j'ai vécu des années où je levais le doigt, par exemple, mais pendant une demi-heure, et les profs ne m'interrogeaient pas. Et personne ne répondait et j'attendais une demi-heure, donc j'avais différentes techniques pour lever la main. Donc il y avait cette chose-là et donc c'est très intéressant parce que autant on parle beaucoup bien sûr des difficultés que peuvent rencontrer des enfants qui ont des difficultés scolaires et c'est évident que l'école peut être très, très douloureuse et puis cette culture de la performance, des notes, etc. Mais inversement... les bons élèves, au-delà d'être bon élève, il y a aussi les... Alors, est-ce que c'est des histoires de HP, toutes ces terminologies qu'on voit apparaître maintenant en tout cas, quand c'est un autre esprit ou une autre vitesse de fonctionnement ou un autre cadre, parce qu'effectivement, j'ai été énormément stimulée, moi, chez moi, dans ma famille, aussi parce que j'étais la petite dernière. Donc, quand mon père rentrait le soir, mon père est médecin, quand il rentrait très tard le soir, et autour de la table, on racontait notre journée. Moi, j'étais la petite dernière, je passais en dernier, et il fallait se battre pour exister. Et puis, j'entendais mon frère et ma sœur raconter ce qu'ils avaient appris à l'école. Donc, en fait, moi, quand j'arrivais en classe, j'avais déjà entendu. Je buvais leurs paroles, je me battais aussi pour exister, pour essayer de comprendre. Donc, bon, ça, c'était ma problématique familiale. Mais finalement, à l'école, il a fallu un professeur de maths exceptionnel en 3e qui d'un coup a compris que je m'ennuyais en fait et que c'était pas que je voulais tout le temps répondre, c'est juste que j'en pouvais plus d'attendre, je trépignais. Et il m'a donné des fiches entières d'exercices et il me lançait, il me dit... Hors programme quoi, complètement. En fait, c'était pour tout le monde et chacun y allait à sa mesure. Du coup, moi, j'arrêtais jamais quoi. Tu montais ton cheval à ta manière. Exactement. Et puis, il m'avait aussi mise dans une situation un petit peu de tutorat où, du coup, j'aidais 2-3 élèves qui étaient plus en difficulté. Et ça avait créé de très, très de très, très beaux échanges. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours... je trouve que le système scolaire français... nivelle, on le sait, en tout cas. Voilà. Est-ce que tu penses que la discipline que tu as eue à cause de ta carrière dans la musique a eu aussi un impact justement sur tes performances scolaires, par exemple, ou après dans le monde académique, parce que je sais que tu as fait aussi de belles études derrière. Et c'est vrai que je peux me dire que même si c'est des matières qui n'ont rien à voir, mais le fait de savoir se concentrer, s'astreindre, juste se lever le matin tout simplement pour bosser, quoi. En fait, c'est quelque chose qui est éminemment déployable sur d'autres matières, tout simplement. Totalement. Donc là, tu touches des doigts ce que j'ai découvert plus tard, les transferable skills, donc ces compétences qu'on peut transposer, transporter dans différents domaines. Et puis aussi cette méthodologie, en fait, cette méthodologie de l'apprentissage, une forme de métacognition à laquelle j'ai beaucoup réfléchi aussi quand je me suis mise à enseigner. Et plein de qualités en fait qu'on ne perçoit pas quand on est entre guillemets juste musicien, de mémorisation par exemple aussi. Donc ça, je pense que c'est clair que dans mon apprentissage des langues, cette forme de musicalité et puis donc de structuration mentale m'a énormément aidée. Et inversement,
le fait que j'ai beaucoup... donc, mes parents, mon père me faisait travailler le latin. On a beaucoup fait de latin et d'anglais, les verbes irréguliers, etc. Et ça m'a donné une structuration mentale que j'ai pu transporter aussi dans ma compréhension de la musique. Parce qu'il y a une métaphore du langage musical, on dit bien langage musical, il y a quelque chose qui peut presque relever de la linguistique dans une manière d'analyser les textes musicaux. Et donc quand plus tard j'ai étudié ce qu'on appelle la musicologie, donc l'aspect plus scientifique et historique, en fait tout était là, puisque j'ai énormément étudié les langues, puisque j'ai aussi énormément étudié l'histoire, etc. Donc en fait, il y a eu un écosystème dans mon enfance extrêmement stimulant, qui a posé des bases aussi bien de contenu que de contenant, donc de cette structuration. Et c'est vrai que ça donne une force de frappe aussi dans la persévérance. Ça, je suis sans doute des fois trop persévérante. Là, je reviens à mon histoire de desserrer la discipline et de desserrer le cadre. C'est que des fois, il faut que je m'empêche d'aller jusqu'au boutisme, et c'est perfectionnisme, hein, bien sûr. Donc, on a toujours les défauts de ses qualités. Tu parlais de langue, et c'est vrai que j'ai lu que tu parlais un certain nombre de langues, je crois 5, non? Quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, voilà. En plus des langues pas faciles, allemand, chinois, russe, français, anglais. Ouais. Comment, en fait, est-ce que... Donc, je vois le lien avec la musicalité. Ouais. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que ça a été une volonté de ta part? À quel moment est-ce qu'on se dit je vais apprendre toutes ces nouvelles langues? Alors, il y a plusieurs moments. Dans l'enfance, là encore, désir parental, c'est... je pense que ma mère avait un fantasme sur l'idée qu'elle n'avait jamais pu apprendre de langues étrangères, et qu'elle percevait la valeur de ce que ça pouvait donc ouvrir comme porte et puis comme univers. Donc très tôt, c'est pas si tôt que ça, mais en tout cas quand j'ai commencé à faire de l'anglais, en tout cas mon père a pris les choses en main, donc au lieu d'en être à un niveau scolaire pur, c'est sûr que les verbes irréguliers, etc., j'en ai bouffé toutes les vacances, les week-ends, c'était un régime assez intense. Le latin, comme je disais, donc là, ça crée une structuration mentale. Quand j'étais, je crois, en 5e ou en 4e, ma mère m'a amenée en Allemagne pour prendre des cours avec une professeure russe. Et donc, on se retrouvait en Allemagne avec moi qui parlais un petit peu anglais, et on était dans ces niveaux-là d'échange. Donc, je me suis dit, ça serait bien que j'apprenne l'allemand. Donc, ma mère m'a trouvé des cours particuliers d'allemand, donc j'ai appris l'allemand. J'ai eu une chance folle, rencontré une prof exceptionnelle qui m'a fait apprendre l'allemand dans Kafka. Enfin, c'était tout de suite très littéraire et incroyablement structurante. Et puis comme j'avais fait beaucoup de latin, en fait, tout ce qui était déclinaison, conjugaison, etc., il y avait quelque chose qui mentalement était déjà très en place. Je suis allée dans un festival aussi, à peu près dans ces années-là, où tout le monde parlait russe. Comme je m'appelle Marina, les gens pensaient que j'étais russe. Donc, je me suis retrouvée dans des situations absurdes où, à la fin d'une audition, une pianiste vient me prendre à voir. Elle me parle en russe comme ça. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et puis, elle part comme ça, persuadée que j'ai compris. Et puis, je me dis, l'année prochaine, je parlerai russe. J'en parle à ma mère qui est enthousiaste. Je prends des cours particuliers de russe. Je suis à fond. Alors, attends. Tu prends des cours particuliers de russe et un an plus tard, tu parles russe. Il faut qu'on s'arrête quelques instants là-dessus. Moi, je suis désolée. Moi, je prends des cours particuliers de russe. Un an plus tard, je parle pas russe. C'était le vœu pieux. Par contre, c'est allé assez vite, parce qu'encore une fois, comme quand on a le muscle formé par le latin, en fait, et puis qu'on fait de l'allemand, en vrai, il y a plus qu'à, et après, il y a cette chose de faire des heures. Et j'étais une folle furieuse. Enfin, en fait, je pense que j'avais un degré d'obsession qui était quand même assez... Moi, ça m'aurait inquiétée. Je verrais une enfant comme ça, je serais un peu inquiète. Mais cette capacité à faire du muscle, en fait. Et puis, qu'elle est totalement bien avec cette dose de répétition. Ouais. En fait, c'est ça. J'ai tellement répété des choses, que ce soit au violon, que ce soit dans les langues, je serais difficilement capable de faire ça maintenant, même si je le fais différemment. Maintenant, je suis dans la conceptualisation, j'optimise, j'essaye de comprendre la substantifique moelle des choses, j'essaye de trouver la méthodologie, etc. À l'époque, j'étais pas du tout dans l'abstraction. J'étais dans de l'abattage, j'étais
je sais pas quoi. Mais j'ai bouffé du vocabulaire, j'écrivais beaucoup, je répétais. Enfin, voilà, c'était dingue. Mais parce que j'étais allumée par ça. J'étais très, très animée. Et donc, en plus, plus tard, je me suis retrouvée dans des situations où effectivement, j'ai beaucoup parlé russe, ce que je fais beaucoup moins maintenant, malheureusement, du coup, c'est rouillé. Mais ça effectivement, ça m'a donné accès à des personnes, à des univers incroyables. Et puis, alors ça, donc ça c'est le premier temps. Alors pareil, je suis allée prendre des cours après quand j'étais en quatrième avec un prof russe en Espagne. Bah, du coup, j'ai fait l'espagnol. Et là, par contre, c'est vrai que j'ai m'étais mise de manière très intensive. Donc là, en 1 an, effectivement, je me débrouillais bien en espagnol. Et puis, donc ça, c'était une première phase d'apprentissage. Oui, j'ai fait un petit peu d'hébreu aussi parce que un prof, etc. Donc à chaque fois, c'était des profs russes et ça m'amenait à apprendre une autre langue. Et j'ai eu une deuxième phase beaucoup plus tard, en 2007 ou 2008. Donc là, j'avais déjà 25 ans, un truc comme ça. J'ai eu un déclic sur le japonais. Et alors là, c'est une histoire totalement absurde de serendipity. J'aime beaucoup ces moments où les choses s'alignent, il y a des signes. Voilà, je sors d'enregistrement. J'ai fait un gros enregistrement solo, donc 3 jours de 8-10 heures de studio par jour, en état de coma cérébral, on va dire. Et puis, on doit faire le montage, en fait, de cet enregistrement. Donc, pareil, on se retrouve avec une ingé son, toutes les deux à faire le montage parce qu'il est très délicat. Des fois, les ingé sons, les directeurs artistiques ou ingé sons font les montages tout seuls et puis nous envoient, on donne des feedbacks, on renvoie, etc., comme j'imagine tu peux faire avec un podcast. Et là, c'était tellement complexe que du coup, on s'y met toutes les deux. Et donc, pareil, ça me refait des journées de 8-10 heures où on est à la tête dans le casque, à s'entendre soi-même. C'est d'une violence absolue. C'est dur. regarder le miroir. Se voir, c'est même peut-être pire, mais... Ah non, je t'assure, quand les violonistes s'entendent comme ça, c'est vraiment infernal. Et en même temps aussi, ça peut être tellement gratifiant quand on arrive à bien organiser les choses, etc. Et donc, je rentre le soir totalement incapable de dormir alors que je suis en épuisement total. Hein, donc et je me retrouve à surfer sur YouTube et rien ne me détend. Et du coup, je me retrouve sur des dessins animés japonais que je ne pouvais pas regarder dans l'enfance. Ma mère avait mis une clé autour de la télé, était dans un petit meuble qui avait sous-clé. Donc, on pouvait très rarement regarder la télé. Et quelquefois, on pouvait regarder Dragon Ball Z avec mon frère. C'était la fête. Donc, je me retrouve à regarder des dessins animés en japonais. Et il se trouve qu'ils sont juste en langue originale avec des sous-titres. Et en fait, au bout de plusieurs heures de dessins animés japonais, eh ben, je commence à comprendre des choses. Oui, parce qu'en fait, le japonais, il y a beaucoup d'onomatopées. Et puis, là aussi, il y a une répétition dingue. Je veux dire, là, les dialogues sont quand même... Oui, c'est pas de la philo, quoi. Non. À part que d'un coup, je me dis, mais en fait, ça doit s'apprendre, le japonais. Truc qui était complètement hors de out of the box pour moi, quoi. Et je commande un livre de japonais en 5 minutes par jour, ou un truc comme ça, ou 90 jours pour apprendre le japonais. Bon. Et le lendemain, j'avais un site web déjà à cette époque, là où beaucoup de musiciens n'avaient pas encore de site web. Et j'avais une boîte mail. Je regarde cette boîte mail que je ne regarde jamais. Il n'y avait pas de mail. Et je regarde les spams de cette boîte mail que je ne regarde jamais. Et là, j'ai une invitation pour faire une tournée au Japon l'été d'après. Prétexte idéal. Truc dingue, Alignement des planètes. Et donc, je suis folle de joie parce que je rêve d'aller au Japon depuis des années. Voilà, j'adore l'Asie depuis toujours et particulièrement le Japon. Et donc, l'été d'après, je me retrouve. Et donc dans la foulée, ça c'était en décembre, je savais qu'en juillet, j'allais au Japon. Et donc, de janvier à juillet, j'ai carburé en japonais. Et là, ça s'est enchaîné avec... L'année d'après, ma grande décision, donc ça c'est une de mes fractures de biographie, où je quitte tout alors que ma carrière est déjà très lancée en France. J'ai été nominée aux Victoires de la musique, je joue avec orchestre, je fais des disques. Et on me propose, et j'ai envie de partir, et on me propose d'aller à Taïwan pendant 1 année. Et donc là, je me souviens très très bien de cette décision qui du jour au lendemain, on décide de tout quitter.
Et donc ça, c'est ça qui m'a amenée à faire du chinois, puisque à Taïwan, on parle le mandarin. Donc voilà, l'apprentissage de langue. C'est une histoire, il faudrait un podcast à part entière sur ce sujet. Mais tu me parlais du coup de cette décision de vie. Alors, je ne connaissais pas en fait cette histoire. Ouais. Donc, effectivement, si on retrace un petit peu le parcours, donc Oui. tu te lances dans tes études. En parallèle de ça, toujours la musique et les premiers succès qui arrivent assez vite, d'après ce que je comprends. Oui. Et ensuite, donc, ce moment cliquet dont tu parlais, où finalement tu décides de partir à Taïwan. Qu'est-ce qui a suscité cette décision? C'est vrai, j'imagine pas uniquement l'amour des langues, de prendre ce risque, Oui. de prendre ce risque. C'est un moment assez dingue. Donc, c'est 2009. Donc, j'ai été nominée aux Victoires de la musique. Donc, quelques repères. Donc, je rentre au Conservatoire supérieur de Paris en 98. J'en sors avec mon premier prix de violon en 2001, premier prix de musique de chambre en 2003. Je vais aussi étudier à Vienne et à Munich. Donc, et les nominations donc, aux Victoires de la musique lancent les choses d'un point de vue médiatique aussi. Donc, toutes les choses sont vraiment très installées, enfin en train d'être lancées. Et je fais un concert en Allemagne avec des musiciens allemands que je ne connais pas, qui sont des très bons musiciens, qui, eux, ne sont pas solistes, jouent plutôt dans des orchestres, donc sont des solistes d'orchestre, donc dans les premiers postes, premier violoncelliste et premier altiste d'un grand orchestre de radio allemande. Et là, j'ai une sensation totalement différente. En fait, j'ai l'impression qu'on parle à un niveau musical beaucoup plus profond. Je peux m'exprimer là où j'en suis en 2009 et pas cette sensation que j'avais souvent en France où je jouais toujours la même chose avec certains partenaires de musique qui étaient très bons, mais il y avait quelque chose, en fait, pour dire les choses, où je me sentais enfermée. C'est totalement enfermée dans une image de jeune violoniste, quelque chose comme ça, justement rendu assez médiatique, voilà, et quelque chose qui m'enfermait totalement, alors qu'en parallèle, je faisais des études de musicologie, donc j'étais dans la réflexion historique, philosophique, un peu métaphysique sur ce que la musique pouvait apporter au monde. Et enfin voilà, il y avait une dimension comme ça en moi très très idéaliste par rapport à tout ça. Et donc il y avait un décalage énorme en fait entre le personnage, la carrière qui était en train de se construire, et puisque moi à l'intérieur, tout ce qui était en train de croître. J'avais rencontré aussi des musiciens exceptionnels, un grand compositeur, Grégory Courtag, qui avait déjà 80 ans et qui est un espèce de maître de musique, d'intégrité folle, des cours très questionnants. Et tout ça, il y avait un décalage, une dissonance, mais que je ne percevais pas, et puis qui était totalement contre-intuitif, parce qu'il y avait une forme de succès évident. On sait que la musique est un secteur éminemment compétitif. Alors, voilà. C'est paradoxal parce qu'on est dans le beau, on est dans la créativité, on est dans l'émotion, et en même temps, tellement peu d'élus. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, et aussi, j'étais sans doute pas immunisée par rapport à ça. C'est-à-dire que et d'ailleurs, ça reste une problématique pour moi. C'est-à-dire que je pense que j'ai cette grande compétitivité. J'aime le challenge, j'aime aller au bout de mes limites. Et puis, voilà, j'aime... Oui, j'aime gagner aussi. Enfin, je veux dire, même si on fait un jeu de société, je suis très mauvaise perdante, par exemple, et je prends pas les choses vraiment à la légère. Et en même temps, j'ai du mal aussi avec l'idée de compétitivité dans tout ce que ça peut déclencher chez les autres. Mais ça, c'est là où je reviens à mes séquelles de l'école. C'est-à-dire que on m'a fait quand même, j'ai grandi dans une mentalité où c'était un jeu à somme nulle. C'était soit c'est moi qui gagne, soit c'est les autres. Or en fait, c'est absurde parce que évidemment il y a peu d'élus, mais le développement d'un artiste, c'est tout sauf se développer que contre les autres. C'est vraiment aller au bout de soi, aller au bout au service de la musique. Pareil dans mes activités là, que ce soit à la radio ou transmettre aussi, c'est transmettre et puis vraiment élargir, enrichir, etc. Donc sans être non plus dans une vision bisounours, parce que évidemment il y a ce moteur de réussite et cette envie de faire bien. Ce moment clé a été vraiment très très fort, puisque j'ai aussi été appelée par une forme d'envie d'ailleurs, d'envie d'autre chose, et j'ai écouté
j'ai écouté ce désir fou envers et contre tout, avec un côté transgressif. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie. Ces moments où on a une situation que beaucoup de gens envient et de se dire non, mais c'est pas mon chemin. Donc, je pose tout et je pars. Et je suis partie quelques mois après seulement avec mon violon et une valise. Je me souviens encore de la valise parfaitement. Il y a des petits motifs dessus, violettes, absurdes. Je me suis retrouvée un matin, c'était très très tôt, à Taipei, à l'aéroport. Je n'avais aucune idée à quoi ressemblait Taïwan et Taipei. Je ne savais pas les gens qui m'accueillaient, je ne connaissais rien. Et voilà. Et l'expérience sur place? L'expérience sur place était dingue parce que j'étais sur le campus universitaire. Et donc, j'avais ce fantasme, moi, des campus. Je pense que si j'avais pas été violoniste, j'aurais absolument voulu être dans un campus américain pour être dans une interdisciplinarité. Moi, c'est vraiment ça, en fait, mon moteur. Et donc, je fantasmais de bibliothèques ouvertes jour et nuit où on pouvait lire quelque chose sur l'architecture, la danse orientale, la politique. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait. En fait, donc j'ai créé un espèce de, là aussi, d'écosystème où j'avais mon bureau, entre le bureau, la bibliothèque, ma salle de classe. Et en fait, je faisais un espèce de triangle vertueux où je travaillais, où je lisais des choses de pédagogie. Donc là, je me suis formée toute seule à la pédagogie en lisant des... En plus, la bibliothèque était très riche. Beaucoup de livres de méthodologie de professeurs américains. Donc, j'ai complètement ouvert un pan du monde. Donc, en fait, je me suis transportée mon campus américain à Taïwan, d'une certaine manière. J'ai pris des cours de danse, d'improvisation dans le département de danse avec des élèves qui parlaient pas un mot d'anglais et moi, je parlais pas encore mandarin. Donc, c'était incroyable aussi, cette espèce de mise en contact au-delà des mots. Et donc, je comprenais des choses de méthodologie. Donc, c'est là où vraiment j'ai travaillé la métacognition et la méthodologie. Et j'essayais sur mes élèves. C'était un peu un laboratoire. Et puis, voilà, donc c'est une période où je me suis auto-formée à beaucoup de choses. C'est à ce moment-là que tu as décidé que tu voulais justement plus, entre guillemets, uniquement exécuter d'une certaine manière et commencer aussi à enseigner et transmettre? Alors, j'avais déjà commencé l'année avant de partir à Taïwan, justement. J'ai été approchée par un professeur qui donnait des ateliers à Sciences Po. J'avais été majeure de promo dans une discipline qui s'appelle l'esthétique au Conservatoire supérieur de Paris, donc qui est une des disciplines de la musicologie. C'est une dimension un peu plus philosophique, historique, sociologique de la musique, donc tout ce qui se croise, les courants, les courants artistiques, comment les courants artistiques naissent. Pour donner un exemple, le romantisme en musique naît en même temps ou même après le romantisme en poésie ou en littérature. Et ça s'inscrit dans un contexte sociologique particulier, etc. Donc, toutes ces choses-là. Et il me propose d'animer un séminaire avec lui sur musique et politique. Donc ça, c'est passionnant. Je rencontre le chargé de scolarité et on discute. Et puis, je dis, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire entendre parce que déjà convaincue, sans le savoir, sans m'être analysée, que j'avais envie, en fait, que les gens, que tout le monde puisse écouter la musique classique, aimer, profiter, percevoir, cheminer avec une œuvre de musique classique. Et il m'a dit, mais c'est très bien tout ça, vous me feriez pas une proposition de cours? Moi, j'étais là, oui, on boucle la grille d'ici 3 jours. D'accord. Et donc là, je me pose et je crée un cours que j'ai appelé Introduction au discours musical. Donc, comment on parle sur la musique, comment la musique parle aussi, comment structurer sa perception de la musique classique. Donc, j'en profite pour mettre des bases d'histoire de la musique. Et donc, je fais ce séminaire. Rencontre exceptionnelle avec un groupe hyper motivé, très international. On a, à cette époque-là, j'ai quoi, ils doivent avoir 20 ans, ils sont en 3e année, 2e, 3e année de Sciences Po. Moi, je dois en avoir 25. Donc, c'est hallucinant comme contact, comme ça. Je les emmène dans à peu près toutes les salles parisiennes. Non, mais ça devait être exceptionnel pour eux. Ça devait être une chance. Alors, j'ai eu des retours après coup. Il y a quelques-uns avec lesquels j'ai vraiment gardé un contact. Et il y avait une espèce de fébrilité comme ça à chaque cours. Et puis, donc, voilà, j'ai contacté tous les gens que je connaissais sur Paris. Je les ai amenés au Théâtre des Champs-Élysées, à la salle Pleyel à l'époque, au l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier. Enfin, toutes les portes se sont ouvertes. Et ça m'a vraiment mise dans cette
des outils et ça m'a mise en contact avec cette peut-être vocation, en tout cas qui est vraiment une passion pour moi, cette envie de transmettre la musique classique. On en a parlé il y a pas très longtemps quand on s'est vu la dernière fois et justement je voulais parler de réseaux sociaux, de ton blog, enfin de tous les contenus que tu crées, aussi de l'émission bien sûr, mais finalement on peut imaginer qu'un musicien se contente de faire de la musique. Dans ton cas, il y a la musique, mais il y a aussi tout le discours autour de la musique et puis il y a le partage autour de la musique. Et je trouve ça vraiment très riche justement de se dire que finalement tu as une vision qui est beaucoup plus holistique et on sent une vocation en fait qui n'est pas uniquement de faire de la musique, mais en fait de la faire comprendre. Et ça, je t'avoue que moi, ça me parle énormément. Et je voulais savoir si néanmoins, tu n'étais pas de temps en temps tiraillée parce que qui dit vouloir faire comprendre dit aussi vouloir vulgariser, dit vouloir aller s'exprimer vers du grand public et sans vouloir être snob ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que tu es dans un secteur qui est tellement exigeant, où il y a tellement de connaissances requises, que je peux imaginer que d'une certaine manière, c'est aussi un peu, se limiter, tu vois, de vouloir vulgariser à des personnes. Enfin, moi, par exemple, tu me parles de musique, j'y connais pas grand-chose, et donc tu vas être obligé de t'adapter un petit peu. Si... je vais te convertir, Pauline. Ça va être ma mission. Et donc, en fait, je voulais savoir si pour toi, ce cheminement, il avait été naturel, ou si tu avais dû un petit peu te forcer aussi, justement, à aller vers quelque chose de plus ouvert vers le grand public. Et notamment, on en parlait pour les réseaux sociaux, où je pense qu'il y a souvent c'est ton cas particulièrement, mais je veux dire pour beaucoup de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, un peu une image négative en se disant les réseaux sociaux, c'est bas de gamme, c'est des jeunes qui n'y comprennent rien, qui sont un peu bovins comme ça sur leur téléphone. Mais on peut aussi le voir d'une autre manière, qui est en fait un formidable outil aujourd'hui, sincèrement, qui remplace un peu l'école, tout simplement. Oui, très juste. Écoute, peut-être pour rebondir sur les réseaux sociaux, ça c'est un moment qui va boucler une boucle aussi de mon parcours, parce que donc quand je suis rentrée de Taïwan, je suis allée à Berlin. Pendant 7 ans, j'étais en Allemagne. Et pendant 5 ans, j'ai eu donc un poste de prof d'université en Allemagne. Donc, cette fibre de transmission et d'enseignement, je l'ai vraiment beaucoup approfondie et travaillée. Je rentre à Paris. Et donc là, c'est un de mes gros tournants après donc, ce départ à Taïwan. C'est le retour en France où... Là, pareil, je quitte un poste qui ne se quitte pas. Donc, je suis fonctionnaire allemande, donc avec un poste en université qui est hyper reconnu. J'ai fini mon doctorat, donc je suis Frau Professor Dr. Schisch, tu vois ça. Frau Professor. D'un coup, je passe de une freelance qu'on n'arrive pas trop à identifier à... ça fait un effet bœuf en Allemagne, ces histoires de statut. Quand tu dis docteur, professeur, sur ta boîte aux lettres, ils le mettent, quoi. Donc, c'était assez absurde. Mais donc, je quitte ce poste, alors que vraiment, c'est des postes très, très, très prisés et tous les solistes en Allemagne visent ce genre de poste. Et donc, je décide de partir, appelée justement par l'idée que j'avais d'autres choses à faire, que j'avais vraiment envie de transmettre la musique classique différemment en France, parce que je perçois qu'en France, là où en Allemagne, la musique classique est dans l'ADN culturel, même si les choses bougent aussi, en France, je me rends compte que la musique classique n'est pas à la table des débats de la culture. Donc, sur les médias généralistes, il n'y a jamais de musique classique, ou très très peu. Même sur France Culture, il n'y a presque pas de musique classique. Il n'y en a que sur France Musique, mais pourquoi pas sur France Culture? Pourquoi pas sur France Inter? Il y en a vraiment très peu, pour parler de Radio France. Donc voilà, je suis un peu prise dans cette question-là, mais je dois repartir de zéro, puisque ça fait presque 10 ans que je suis partie de France. J'ai pas du tout entretenu le lien. J'étais un peu en mode tabula rasa. On repart, donc j'ai un peu coupé les ponts derrière moi. Alors, j'ai la bonne surprise de voir que les gens se souviennent quand même de mes nominations Victoire de la musique. Il y avait quand même un fond qui était là, mais en vrai, il y a tout à construire. Ouais. Et là, je suis dans un espèce de burn-out, pour pas dire son nom, où aussi les réseaux sociaux me pèsent énormément. Je me dis, mais c'est quoi ce truc d'exhibitionniste? Je vais pas montrer ma meilleure vie et les smoothies que je mange le matin. Non, mais toute cette caricature qu'on peut imaginer. Et je veux tout fermer. Ou je me dis, soit je trouve un community manager. Est-ce que tu étais déjà très présente à l'époque sur les réseaux? Alors, j'étais présente, mais j'utilisais très peu. En fait, donc j'étais assez passive. Pour moi, il y a la clé, en fait, avec les réseaux sociaux. Si on est passif, ça vaut vraiment pas le coup et c'est juste une torture mentale. Par contre, si on prend la main, c'est pas moi qui vais...
partager ça. Mais enfin, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et le moment déterminant a été que donc, je voulais tout fermer ou trouver un community manager. J'en parle à des amis par chance qui travaillent dans le digital. Je leur serai jamais reconnaissant. Et j'avais vu passer une annonce, sans doute par l'algorithme, j'avais dû faire quand même 2-3 recherches pour ces histoires de community manager, une annonce sur Live Mentor, cette boîte de formation, formation en ligne. Et je suis 2-3 séminaires, webinaires gratuits, et puis je trouve ça très intéressant, le marketing digital, à part que je vois vraiment pas de rapport direct avec ce que moi je veux développer. J'en parle à cette amie du digital qui me dit, écoute, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est la formation. Phrase mythique, Maître Yoda me dit ça. Du coup, je prends le rendez-vous téléphonique par rapport à cette histoire de marketing digital. J'ai une première personne au téléphone. Je lui dis, c'est très bien tout ça, mais je vois vraiment pas le rapport. Il me dit, bougez pas, je vous attrape 5 minutes avec Alex Dana, le fondateur de Live Mentor. Et là, c'est le moment qui change ma vie. Parce que j'ai Alex au téléphone, que je connais pas du tout. Donc, hyper sympa. Voilà, déjà, hyper sympa. Et il me dit, donc ça, je trouve ça aussi dingue d'un point de vue marketing, la force d'Alex qui me dit, en vrai, 90% de la formation, c'est pas pour toi. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est exactement ça. Il faut que tu prennes la plume, tu fais un blog et tu crées une communauté. Et là, moi, je dis, mais de quoi tu parles? Une communauté, c'est quoi le concept? Je suis pas un gourou. Et il me dit, mais t'as bien des fans. Je dis, mais j'ai pas des fans. Je suis pas Beyoncé. Enfin, je veux dire, moi, c'est de la musique classique. Et il me dit, mais oui, mais t'as bien des gens qui veulent venir à tes concerts. Et là, d'un coup, je percute. Je me dis, mais oui, c'est vrai. Récemment, j'ai reçu des mails de gens me disant, mais c'est bête. Pourquoi tu nous as pas dit que tu passais là depuis le temps qu'on veut venir t'écouter? Et ben, il me dit, bah oui, mais ça, c'est des fans. Ça, c'est des gens qui suivent. C'est des followers potentiellement, etc. Et là a commencé une aventure dingue de transmission aussi et de partage, puisque du coup j'ai pris la plume, mais pour moi l'idée c'était pas, je savais pas du tout sur quoi écrire, et Alex me dit, bah si, tu racontes ta vie, tu dis voilà, en plus j'avais plein de dates à ce moment-là, je partais à l'étranger, tu racontes c'est quoi de faire un concert, et donc les choses ont commencé à se lancer, avec toutes les problématiques de se faire un calendrier éditorial, de trouver les thématiques, et là j'ai commencé une année de folie, où j'écrivais donc un article par semaine. Ça se sentait comme par jour parce que j'y passais des nuits. Mais ils sont longs en plus. Ils sont très longs, sans doute trop longs par rapport à un format, entre guillemets, comme on dit qu'il faut faire. Mais ce qui s'est passé qui a été fort, c'est qu'ils étaient assez exhaustifs. Et j'ai des amis qui m'ont dit après coup qu'ils imprimaient les articles pour les donner à leurs élèves. Je dois dire que, donc, du coup, pour avoir passé pas mal de temps sur ton blog aussi, en fait, c'est un univers qu'on connaît tellement peu de l'intérieur. C'est ça. Que c'est vrai que pour une personne, tu vois, qui s'intéresse un tant soit peu à la musique, c'est assez formidable, je trouve, d'avoir l'impression de réfléchir, enfin, de comprendre en fait ce qui se passe dans ta tête et de le vivre un peu avec toi. Donc ça, c'est quand même assez fou et ça donne. Enfin, j'incite d'ailleurs à toute l'audience du Gratin à consulter ton blog que je mettrai dans les notes de l'épisode, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort que tu as créé, je trouve. Ouais. Merci. En tout cas, ça a été fort pour moi dans la mesure où ça m'a fait prendre conscience de tout ce que j'avais accumulé, c'est-à-dire aussi bien des questions de méthodologie, puisque je parle de gestion du track, ou de comment apprendre par cœur une partition, enfin les enjeux de mémorisation. Et donc toutes ces formations que j'avais faites quand j'étais prof en Allemagne, aussi j'avais fait une formation qu'on appelle de musique-physiologie. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la gestion du physique, du mental et de l'émotionnel autour de la musique classique. Et d'un coup, toute l'expérience de concertiste, de professeur, d'universitaire, toutes ces choses-là ont commencé à créer cet écosystème. Là où pour moi, jusqu'à présent, je vivais toutes mes casquettes de manière très dissociée, avec un peu de honte. Parce qu'il y a toujours aussi cette chose de transgression de la personne qui va au-delà de sa case. Quand j'ai fait mes études au Conservatoire supérieur en musicologie, donc en esthétique et en analyse, les autres étudiants se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette violoniste ?» Qu'elle aille retourner faire son violon. Mes amis violonistes, pianistes et autres se disaient « Mais qu'est-ce qu'elle va faire dans ces classes théoriques ?» Comme si c'était un peu un tue-l'amour, ces choses-là. Et là, d'un coup, tout a commencé à faire sens. Et finalement, avec cette idée que je partageais sur les réseaux sociaux pour apporter de la valeur.
Ça a complètement changé ma relation aux réseaux sociaux. Mmh. Évidemment, la visibilité, mais en apportant de la valeur. Et ça, c'est pas au gratin qu'il faut expliquer ça. Si, non, mais c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est sûr, mais je trouve que le fait que comme tu le dis, plusieurs choses, que tu le fasses donc dans le secteur de la musique, il y a un secteur où c'est peu fréquent quand même que des personnes partagent leur expérience à ce point-là. Et puis, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu ne parles pas que de musique. Tu parles de toi, Marina, de ton expérience et puis de tout ce qui constitue ton cheval, du coup, mais qui fait que finalement, tu as des angles qui sont complètement uniques. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être le fait que tu acceptes de ne pas rentrer dans des cases et que tu assumes qui tu es et que tu fasses finalement des contenus qui sont parfois atypiques, bah, en fait, c'est ça aussi qui fait que ça marche, je pense, parce que sinon, ça serait convenu, quoi. Et alors, pour revenir à ta question par rapport à la vulgarisation, eh ben, je pense qu'elle est là la clé pour moi. C'est-à-dire que je ne vis pas ça comme l'idée de rendre accessible et au rabais. Ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour moi, parce que je trouve que c'est pas tellement prendre les gens pour des idiots, mais c'est plutôt, soi-même prendre les gens pour des idiots que de pas leur donner le meilleur, en fait. Donc moi, je peux pas renoncer à ça. Par contre, il faut trouver la forme, il faut trouver la manière, il faut trouver les ponts. Et moi, j'adore créer des ponts, trouver la bonne métaphore. Mais c'est sans réduire le propos. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal des fois quand je vois des formes de... Il y a certaines émissions de télé ou certaines tentatives en fait de soi-disant démocratiser la musique classique. Moi, ce que je constate, c'est qu'au final, on travestit cette musique classique et on vend un produit totalement autre. Donc il y a une arnaque en fait totale. Donc peut-être que les gens vont aimer cette chose-là. Et puis si tu les emmènes dans un vrai concert entre guillemets musique classique, ben, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu. Donc à mon avis, il y a vraiment un souci de positionnement, de philosophie par rapport à ce qu'on essaye même d'un point de vue marketing, de ce qu'on essaye de vendre. On crée un autre produit, un avatar qui est vraiment parfois satisfaisant pour personne, à mon avis. Donc moi, je pense que non. Je pense que la musique classique, j'ai une entière confiance dans la musique classique pour arriver à toucher tout le monde. J'ai des expériences extraordinaires, que ce soit dans des hôpitaux, dans des prisons, dans des contextes totalement inattendus. Et à chaque fois que j'ai la possibilité de créer un moment de vraie, entre guillemets, musique, il n'y a jamais eu, en fait, ces barrières insurmontables qu'on nous dit exister. Donc, mais je pense qu'effectivement, pour moi, l'angle, c'est justement essayer d'apporter ces choses qui mettent en lien. Moi, j'adore mettre la musique en lien avec des univers des fois inattendus. J'ai cette chronique musique et foot. Toutes mes thématiques de l'année, ça a été des choses... j'ai fait une bande son de l'espace pour Thomas Besquet. J'ai fait un épisode sur Halloween. Donc, je pense qu'il y a une manière de faire vivre les choses. Et dedans, ma programmation, elle est totalement exigeante au-dessus de tout soupçon. Franchement, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment c'est une vraie chance que tu nous apportes tout ça. Et en tant qu'auditrice, du coup, je t'en remercie. Marina, pour terminer, j'aime bien à la fin du podcast passer par un petit crible de questions personnelles. Crible du gratin, donc. Et la première question de ce crible, c'est est-ce que tu aurais vécu un ou des grands échecs, échecs, moments de doute, difficultés, si tu veux, particulières, dont tu pourrais nous parler, notamment pour nous parler des enseignements dont tu en as tiré parti? J'ai l'impression que ma vie est une succession de ces moments-là. Et donc, tout dépend comment on raconte, c'est le storytelling qu'on fait de sa propre vie. Il y a quelque chose dans mon cheminement que j'ai compris quand même après coup, qui se fait par des grosses remises en question. En fait, je remets en jeu les choses assez régulièrement. J'ai besoin de ça. Je supporte très mal les statu quo. J'ai rencontré pas mal du coup d'institutions, que ce soit donc en Asie, en Allemagne et là du coup Radio France. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions comment on peut garder sa créativité, son unicité dans certains cadres. Et donc très très vite, quand le cadre devient rigide,
j'ai besoin d'exploser le cadre pour repartir en mouvement et créer quelque chose. Donc, je pense que le départ à Taïwan était un moment clé qui peut des fois être vécu comme pas un échec, mais quelque chose qui a remis en cause une ligne qui était vraiment très tracée. Pardon, j'arrive pas à le dire justement. Pareil, quand je suis partie de ma Hochschule allemande, donc de cette université allemande, il y avait quelque chose de douloureux dans ce départ, de très questionnant, de très une grosse remise en question. Et c'est ça qui m'a amenée, j'ai sauté dans le vide. C'est ça qui m'a lancée dans le blog, qui m'a amenée à la radio, qui m'a amenée à découvrir aussi la thématique des femmes dans la musique, qui est une thématique qui m'occupe énormément aussi. Donc en fait, c'est de risquer, d'avoir l'audace de mettre tout en jeu sans savoir ce qu'il y a derrière. Et je me surprends moi-même en fait. Donc ces phases de doute, c'est toujours la question à quel point on les écoute, à quel point on les met de côté. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, quand je regarde ce parcours, je me dis quelle succession de périodes de doute qui m'amènent à l'aventure d'après, à chaque fois. Donc, j'ai pas encore cette confiance absolue de me dire... Mais j'ai eu la chance quand même, quand j'ai fait mon doctorat en art, avec une professeure à l'université de Lille 3, donc j'étais par correspondance, plutôt à ce moment-là, dans un doctorat, c'est vrai qu'on n'est pas trop présent. Et elle m'avait dit, quand j'ai pris cette décision pour aller à Taïwan, elle m'avait dit, mais vous avez tellement de ressources. Et ça, c'est la première fois que quelqu'un me disait ça, vraiment. J'avais aussi une prof de violon en Allemagne qui m'avait beaucoup, pour la première fois, donné cette image de confiance dans l'idée que les choses ne seraient pas tracées avec moi, que c'était pas, que même si j'avais l'apparence d'une première de classe, l'apparence d'une good girl, qu'en fait, derrière, c'était sans doute pas du tout ça, en fait. Et ça m'a pris énormément de temps et ça continue à me coller à la peau, et je dois me rappeler et de ne pas me laisser piéger moi-même par ce fantasme de good girl, de première de classe, etc. Parce qu'en fait, sans doute, ce n'est pas du tout là que réside la valeur de ce que j'ai à transmettre. Complètement. Et je pense que ton exemple, je te remercie de l'avoir partagé avec nous, sera très évocateur pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, peut-être un peu plus de femmes, encore que je ne vais pas faire de généralité, qui parfois justement prennent le rôle de la bonne élève, en fait, et du coup ne sortent pas du cadre. Alors peut-être je peux encore te raconter ça. J'ai eu un moment très fort, effectivement, ça je ne l'ai pas évoqué. C'est en 2012, quelque chose comme ça, ou 11. J'étais donc arrivée de Taïwan en Allemagne. Et là, je dois repartir, je dois tout reconstruire aussi en Allemagne, puisqu'à chaque fois, j'arrive dans des territoires où tout ce que j'ai fait avant ne compte pas, quelque part. Et là, je me suis mise à étudier à nouveau. Donc, j'ai fait un master de musique ancienne. Enfin, j'ai élargi mon champ de compétences. Et surtout, j'ai rencontré un mentor incroyable, un vieux professeur hongrois, Ferenc Rados, donc un type incroyable, qui avait formé les plus grands musiciens hongrois, des grands pianistes, qui avaient déjà aussi 75 ou 80 ans. Et je suis allée le voir, type très très bizarre, qui parle très très peu, puis qui dit des formules comme ça, donc vraiment... Maxime. Et alors, je joue pour lui, et il me dit « But why do you need to do the good girl ?» Avec l'accent, tu sais, les Hongrois, ils accentuent la première syllabe, comme ça. Donc, « Why do you need to do the good girl ?» Et en fait, il a tout de suite mis le doigt sur le diagnostic, tout de suite. Et c'était infernal. Et en fait, il a secoué le tapis sous mes pieds pendant 2 ans. J'y allais presque tous les mois, tous les 3 mois. Mais j'allais me faire... je ne sais même pas comment décrire la chose, la violence de la chose. Alors, j'en suis revenue. Après coup, je me suis dit aussi, est-ce que c'était vraiment nécessaire de passer par tant de violence pédagogique ? Et en même temps, pour lui, c'était le plus court chemin vers le changement de paradigme dont j'avais vraiment besoin et qui était hyper difficile à bouger parce que tout fonctionnait, ça avait ça avait la bonne apparence, mais au fond... Mais tu savais. Voilà. Ça, cette intuition, elle est clé. On sait toujours avant les autres ce qui se passe réellement. Une autre question pour toi, Marina. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment ? C'est dur cette question-là parce que... Elles sont toutes dures, je te préviens, celles-ci. Oui, je perçois parce que
évidemment, j'aurais envie, et plein de fois, je me suis repassé des choses en me disant: «Ah, mais si j'avais su, si j'avais étudié avec nanana», alors qu'en plus j'ai eu plein de grands profs, j'ai eu beaucoup de chance, donc mais voilà, si j'avais, heu, été, mettons, dans un milieu de musiciens, il y a des choses que j'aurais pu anticiper, faire différemment, et cetera. Mais ce qui est assez beau, je trouve, avec l'âge, et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais l'âge venant, la beauté de la chose, c'est que ce que j'ai perçu, par exemple, comme une fracture, comme une forme de destruction, mettons ce que j'ai fait à Taïwan, on pourrait dire j'ai détruit un chemin qui était en train de s'installer. C'est exactement ce qui a posé les conditions pour moi pour maintenant faire ce que je fais. Donc en fait, pour construire. Donc toutes ces fêlures en fait que j'ai et que j'ai vécues, c'est exactement là, on dit ça, que c'est à travers les fêlures que passe la lumière. Et j'adore cette image-là. Et d'ailleurs, au Japon, alors je me souviens plus comment ils appellent ça. C'est très très joli ce concept. Peut-être ça te parle de quand une tasse est cassée, ils la recollent avec de l'or dans la fêlure. J'ai vu ça, c'est magnifique. Et c'est sublime cette idée-là. Et je pense que toutes ces choses que je raconte dans le blog, toutes ces choses que j'ai partagées, c'est toutes les compétences ou les valeurs ou les perceptions du monde, elles se sont faites dans ces moments de doute, dans ces moments où j'ai fait le pas de côté, dans ces moments où j'ai pris la tangente. Et en fait, c'est là où on peut se dire « Ah oui, mais elle est sortie du chemin ». Ben non, en fait, justement, c'est dans ces moments-là où enfin, je suis sortie de la good girl. Enfin, je suis allée explorer des choses. Et donc, en fait, maintenant, je commence presque... Il ne faudrait pas transformer ça non plus dans une méthode, mais presque avoir cette culture de la tangente, cette culture de l'improvisation, cette culture de valoriser toutes les choses qui font une différence. Parce que sinon, c'est d'un ennui sans fin. Parce que moi, j'adore, enfin, j'ai plein d'amis qui font, entre guillemets, que leur instrument. Et des amis exceptionnels. Et il y a effectivement certaines choses qu'on n'atteint que parce qu'on continue avec ce niveau d'exigence. Mais est-ce que vraiment un grand musicien, c'est quelqu'un qui est lisse ? J'ai beaucoup travaillé sur les grands interprètes. Donc là, récemment, notamment sur les femmes interprètes dans l'histoire qui ont été invisibilisées. Et je suis fascinée par les parcours de vie. J'adore d'ailleurs ces histoires. Je pense que... Et la plupart des artistes que moi j'ai admirés et que j'admire, que ce soit des hommes ou des femmes, mais il y a des fractures délirantes dans leur parcours. Et on ne les raconte pas. Alors, je ne sais pas pourquoi on raconte si peu ces choses-là, mais c'est absolument incroyable. Il y a un parcours particulièrement qui t'a marqué et une histoire que tu pourrais nous raconter ? Alors oui, il y a un grand violoniste que j'adore, qui s'appelait Fritz Kreisler, donc, qui est ce grand violoniste autrichien, qui a été un des grands violonistes du XXe siècle. J'adore jouer sa musique parce qu'il a aussi écrit beaucoup de petites pièces de genre, des petites pièces légères, des valses viennoises, etc., qu'on joue à la fin des concerts, des bis, les rappels. Donc j'en ai même fait un disque, c'était l'objet de mon dernier disque. Et Fritz Kreisler, c'est exceptionnel. Il est né en 1875, Empire austro-hongrois. Il démarre comme enfant prodige. Donc là, on se dit jusque-là, classique. Non, mais dans les histoires des grands interprètes, enfant prodige, il passe d'ailleurs par le Conservatoire de Paris, il va aux États-Unis, et en fait, là, ça décolle pas vraiment. Donc déjà ça, on le raconte jamais. Jamais, bien sûr. Le type rentre à Vienne, et en fait, il commence ses études de médecine. Donc ça aussi... Donc il change de carrière, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas vraiment pris que le violon. Et puis en fait, en vrai, le truc, c'est que Kreisler, il est assez feignant. Et ça, c'est aussi exceptionnel. Un grand violoniste qui, en fait, était paresseux, mais d'un point de vue notoire, quoi. Et donc, il fait 2 ans de médecine, et là, sans doute rattrapé par sa paresse, il se dit, peut-être finalement, le violon, c'était quand même très bien. Et surtout aussi rattrapé, bien sûr, par l'envie, parce que violoniste déjà exceptionnel. Et là, il se présente comme 2e co-soliste de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, donc dans l'orchestre. Donc soliste, mais pas au sens de soliste qui joue debout avec l'orchestre, mais donc dans la position d'orchestre, 2e chaise, il n'est pas pris. Donc ça, moi, cette histoire, elle m'a fait halluciner. En plus, avec l'idée qu'il n'est pas pris parce qu'il a déjà un son trop personnel. Donc là, on retrouve des thématiques de normativité. Évidemment que le type, il détonne, il n'est pas fait pour être dans cette position-là, mais quand même, il a un échec. Donc on se dit, il pourrait arrêter tout. Non, il continue. L'année d'après, il est engagé comme soliste, donc cette fois-ci... soliste accompagné par l'orchestre. Et là, sa carrière se lance. Il se marie
Et en fait, sa femme, plus âgée que lui, qui est une femme assez bizarre, avec des idées pas très nettes politiques, mais bon, on passe là-dessus, c'est elle qui va en fait le pousser dans sa carrière. Il part aux États-Unis, à nouveau, là, énorme carrière, Première Guerre mondiale, il est autrichien, il va passer quelques semaines dans les tranchées, et il revient aux États-Unis, à part que là, les États-Unis rentrent en guerre. Première Guerre mondiale, donc il rentre plus tard contre l'Autriche-Hongrie. Donc du coup, il se fait accuser d'être un espion, il se fait insulter dans la presse alors que c'était une star. Il doit s'excuser, il doit s'expliquer. Il fait la une du Time, donc ça nous dit aussi long sur la place des musiciens classiques à cette époque-là, enfin personnalité. Doucement, il récupère sa popularité, énorme carrière, il remplit des stades avec des milliers de personnes, enfin c'est dingue. Et il est adoré de tous, et il reste toujours aussi paresseux, et c'est sa femme qui lui dit « Fritz, va bosser !» Mais pourquoi on m'a pas raconté ces histoires-là quand j'étais petite? Tu vois, et bon, sinon, il y a plein d'autres parcours. Donc, ces femmes exceptionnelles que j'ai retrouvées qui ont aussi des parcours dingues. Une qui est lancée très jeune, qui atteint tout à une 30 ans, et puis qui pose, limite du jour au lendemain, son violon pour avoir 5 enfants en 10 ans. Et puis là, divorce. Et du jour au lendemain, elle se retrouve mère célibataire avec 5 enfants. Et ben, elle doit reprendre le violon pour gagner sa vie. Et elle relance sa carrière. Mais moi, je trouve ça dingue. C'est fou de se dire en fait que ce sont des personnes. Oui. C'est ça en fait. C'est qu'on on en crée des idoles. Et au final, ce qui fait leur caractère et ce qui fait aussi leur patte, c'est justement toutes ces fêlures dont tu parlais. Donc, et ça, tu nous en parles dans ton émission, notamment à travers des femmes. Oui. Alors ça a aussi été un moment, une grande rencontre. Donc, suite au blog, je suis en contact avec la radio. Des producteurs de France Musique me disent « Mais ton blog, ça ferait une super chronique. Tu veux pas en parler à France Musique ?» Donc, j'ai un rendez-vous. Là aussi, grand moment où tu sens que ta vie bascule. J'ai rendez-vous avec la direction qui me dit je vais les voir pour savoir si, effectivement, je ferai une chronique l'été 2019. 5 minutes de chronique une fois par semaine. Super, je vais au rendez-vous. Et là, le directeur me dit mais si on te donnait 1 heure d'émission hebdomadaire, tu ferais quoi? Moi, je suis mais vous foutez de moi Parce qu'en plus, j'avais plein d'idées, plein d'envies, je leur en avais parlé, mais ça semblait pas du tout à l'ordre du jour. Et là, par une conjonction de choses, c'est le championnat du monde de foot féminin. Et j'ai cette conversation avec des amis en disant, moi je suis de Marseille, j'ai grandi en adorant la musique avec mes parents qui n'étaient pas musiciens. Évidemment, j'adorais le foot déjà, marseillaise qui se respecte. Et donc marseillaise qui se respecte, je suis à fond avec le foot. Mais jamais je me suis projetée footballeuse. Et je me dis, mais pourquoi? Mais il n'y avait pas de support d'identification. Le foot au féminin, ça n'existait pas à cette époque, en tout cas comme une visée professionnelle. Et je me dis, mais pourquoi avec le violon, j'ai pu me projeter? Parce que ça me semblait évident. Et je réfléchis et j'essaye de retracer. Donc évidemment, il y avait déjà des solistes femmes, mais que j'appréciais pas tant que ça. Un modèle très glamour, avec des robes très un peu sexualisées aussi, comme image de la star, comme ça. Et ça me parlait pas du tout à cette époque-là, mais vraiment pas. Et je me dis, mais si, la grande violoniste pour moi, c'était Ginette Neveu, qui est la grande violoniste française du XXe siècle, 1919. Elle est morte en 1949 à 30 ans dans l'accident d'avion du Constellation dans lequel était Marcel Cerdan, le boxeur, amant d'Édith Piaf. Et là, je raconte tout ça au directeur des programmes de France Musique qui me dit « Mais tu sais que c'est le 100e anniversaire de la naissance de Ginette Neveu ?» Et donc là, le sujet s'impose. Alors que moi, j'étais en résistance totale avec l'idée de me dire... Juste avant, je lui avais dit « Oui, je pourrais peut-être faire quelque chose sur les femmes et le violon. » Mais bon, c'est quand même un peu trop évident dans l'air du temps. Je suis violoniste, les femmes, c'est trop réducteur. Donc, je fais cette année sur Ginette Neveu, à part que dans un des 8 épisodes, je me pose la question, quelles sont les femmes qui étaient avant Ginette Neveu, qui lui ont permis d'éclore. Et là, d'un coup, s'ouvre à moi un sujet sans fin. Je découvre des femmes plus exceptionnelles les unes que les autres. Je réalise qu'il n'a pas toujours été possible d'étudier au Conservatoire de Paris. Toute cette question d'accès à l'enseignement supérieur, à la professionnalisation. Voilà. Et là, c'est le début d'une grande aventure que je continue. Donc là, de manière plus large,
sur aussi, donc il n'y a pas que des violonistes, il y a des violoncellistes, des pianistes, des clavecinistes, des chanteuses aussi qui ont des parcours exceptionnels, dont une, Marianne Anderson, qui a joué sur le Lincoln Memorial devant, grâce à la femme de Roosevelt, des histoires absolument incroyables, une icône des civil rights. Donc des histoires, je pense qui sont inspirantes et surtout que peut-être, en fait, tout le monde devrait connaître. Moi, je pense que Ginette Neveu, c'est la grande violoniste française. Il n'y a aucune raison qu'elle ne vive pas dans nos mémoires. Elle était vraiment exceptionnelle et on a besoin d'une pluralité de supports d'identification. Complètement. Et donc ça continue cet été, si je Alors, me ça trompe continue pas. cet été et puis ça va donner un livre. Donc ça, c'est notre grand projet. Un livre qui sort bientôt. Un livre qui sort fin octobre. C'est un beau livre, comme on dit, donc avec une très belle iconographie. D'accord. Et ça, j'y tenais parce qu'il s'agit de les rendre visibles, ces femmes, et aussi d'incarner tous ces modèles dans justement toute leur diversité. Elles sont belles, elles sont toutes belles dans tout ce qu'elles incarnent, dans leur lutte. Et c'est incroyable, c'est vraiment des combattantes et d'autres qui sont peut-être moins combattantes. Et en fait, il n'y en a pas une pour lesquelles les parcours est évident. Quel projet quand même, quel projet fou. Et donc ça sort octobre 2021. Ouais. On est un petit peu en amont de ce lancement. Mais je suis en plein dedans, par contre. Oui, ça, je suis sûre. Alors justement, tu me fais une belle transition, Marina, parce que ma dernière question, c'est toujours au sujet des livres, et des livres ou objets culturels, si tu veux. Toi, je suis quand même un peu obligée de te parler de musique, malgré tout, mais qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie, au niveau professionnel, au niveau personnel, qui ont eu un impact sur toi, qui t'ont peut-être fait changer. Est-ce qu'il y en a un en particulier dont tu pourrais nous parler ? En fait, typiquement, il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais peut-être aussi dans cette résonance de femmes exceptionnelles. Il y a ce livre que moi j'ai vraiment adoré qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Tu connais pas ? Non. Ah, je vais te l'offrir. Oui. Alors ça, je suis contente si je te fais découvrir. Alors c'est un livre de Clarissa Pinkola Estes, qui est une psychanalyste, conteuse, psychanalyste jungienne, donc qui est vraiment dans l'idée. Ce livre, c'est une succession de contes, des contes très traditionnels, très ancrés dans notre inconscient collectif. Il y a Barbe Bleue, il y a toutes ces choses revisitées. Et l'analyse qu'elle en fait, c'est une analyse donc psychanalytique, mais déjà très très agréable à lire, vraiment. Et c'est sur l'idée qu'il y a un archétype de la femme sauvage. Donc il y a toute une dimension de créativité. Et dans la psychanalyse jungienne, il y a cette idée qu'on a tous en nous du masculin et du féminin. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que d'ailleurs, ça se lit très, très bien qu'on soit un homme ou une femme. Et c'est vraiment l'idée d'aller chercher sa nature profonde, cette relation entre la culture, nature, comment on peut être justement dépossédé de sa propre créativité et à ce chemin initiatique où on va, par des étapes, retrouver son identité profonde, exprimer plein de choses. Et c'est vraiment... c'est thérapeutique comme lecture. Alors, dans la foulée, un autre livre que j'adore, c'est un livre de Marc-Alain Wacklin qui s'appelle Bibliothérapie. Et le concept, c'est aussi justement que si on lit le bon livre au bon moment, on peut être justement soigner son âme, être remis en mouvement, être réinspiré. Donc voilà, mais... Écoute, 2 lectures, tu vois, que je ne connaissais pas. C'est assez rare, je dois dire. Et donc, j'en suis d'autant plus contente. Ouais. Non, mais c'est vrai que le premier donne particulièrement envie d'être découvert. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Marina, écoute, je te remercie pour ce moment. C'était fabuleux, tout simplement. Pour terminer, peut-être te demander où est-ce qu'on peut te suivre, tes quelques actualités quand même à venir. Oui, alors... Où est-ce qu'on peut te contacter aussi également ? Oui, alors mon site web que j'essaye de soigner et que j'essaye de toujours reconfigurer, c'est pas évident de manifester toutes ces activités dans un site web. Donc ça, c'est un casse-tête à chaque fois. Donc sur les réseaux sociaux, bien sûr, donc sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, la radio donc en podcast et puis sur France Musique cet été. À partir de la rentrée, je rends le micro pour France Musique. J'ai décliné l'offre de continuer l'émission parce que les concerts reprenant, il me semble très très important en fait de retrouver cet espace d'expression première et aussi
Je veux faire des choses sur mesure et j'ai envie de continuer à transmettre. Donc, je ne sais pas encore exactement la forme que ça va prendre. Tu es manifestement une grande source d'inspiration, Pauline. Donc, mon fantasme, ce serait d'arriver à être la Pauline Léniaud de la musique classique. Eh bien, écoute, je te souhaite bien plus que ça. Non, mais écoute, donc très envie de créer un format podcast où j'ai le temps de parler, de donner ses clés d'écoute, parce qu'évidemment, quand on est à l'antenne, il y a des contraintes éditoriales, on ne peut pas trop parler, par exemple. Toi qui cherches de la liberté et sortir des cadres, là, tu vas être servi. Voilà. Donc, j'ai envie de faire ça. Ce que j'avais déjà fait un peu sur les réseaux sociaux, j'avais fait un atelier de Marina pendant le confinement, 1 demi-heure par jour où je jouais, je expliquais. J'ai assez envie d'explorer cette chose-là. Donc, je vais me former à faire à suivre. Écoute, et... je connais une petite chaîne YouTube en plein devenir qui propose beaucoup de contenu sur comment lancer un podcast. Donc, crois-moi que je suis sacrément abonnée, Pauline. Comme je dis, tu es une inspiration immense. Donc... Marina, merci à toi. C'était vraiment fabuleux. J'ai passé un excellent moment et donc je mettrai tous les liens évidemment vers tout ce que tu proposes, tous ces contenus justement toujours merveilleux autour de la musique. Et je te remercie tout simplement d'avoir passé ce temps avec nous et de nous avoir livré des propos avec autant de profondeur. Merci à toi, Pauline.